Bonjour à tous et bienvenue pour ce 9e cours de programmation fonctionnelle. Donc notre objectif d'aujourd'hui, ça va être de faire un peu une ouverture de notre cours de programmation fonctionnelle sur des choses un petit peu plus théoriques, comme le lambda calcul. Alors c'est un cours il est important de comprendre un minimum, mais on va dire que sa compréhension totale n'est pas indispensable pour savoir programmer en camel dans la vie de tous les jours. Mais avoir une bonne compréhension de ce qui se passe en lambda calcul peut vous donner vraiment un avantage considérable pour comprendre le fonctionnement interne des langages fonctionnels et donc de pouvoir aller un petit peu plus loin. Très bien, donc aujourd'hui on va commencer par donner quelques bases théoriques du lambda calcul et on va terminer le cours par des exemples pratiques d'implantation des entiers et des booléens en particulier dans le formalisme offert par le lambda calcul. Alors on y va. On commence par un petit aperçu historique de la notion. Donc le lambda calcul, on en avait déjà un petit peu parlé lors du premier cours. On avait comparé un petit peu le lambda calcul à la machine de Turing et on avait expliqué que la machine de Turing était le précurseur du modèle théorique de nos machines actuelles et des langages impératifs, tandis que le lambda calcul est plutôt le prototype des langages fonctionnels. Donc effectivement, c'est vraiment le cas et on va approfondir cette notion-là Donc il faut savoir tout d'abord que le lambda calcul a été introduit dans les années 30 par Church et son objectif c'était de fournir une nouvelle formalisation des mathématiques. Il se demandait ce qui était calculable et ce qu'on pouvait exprimer et on voulait obtenir une formalisation alternative qui ne se base pas sur la notion d'ensemble comme c'est le cas par la formalisation des mathématiques découverte par Zermelo et Frenkel, mais plutôt une formalisation fondée sur la notion de fonction. Donc un point de vue un petit peu différent sur les mathématiques. Et il a essayé Church d'explorer un petit peu sa théorie et en fait il a découvert que à l'aide de la notion de fonction, on n'était pas forcément aussi expressif que dans la théorie des ensembles. Et il a juste obtenu finalement un sous-ensemble de ce qui était possible d'exprimer dans les mathématiques. Et ce sous-ensemble, il l'a appelé le lambda calcul. En fait, il ne pouvait pas exprimer exactement toutes les phrases, tous les théorèmes, mais un certain nombre quand même qui était intéressant. Et ce nombre-là de phrases qui peut être exprimé en lambda calcul est le même que celui qui peut être exprimé par les machines de Turing. Donc en fait, on va dire que le lambda calcul, si on le regarde comme un langage de programmation, il vous permet de faire exactement les mêmes choses que ce que vous permet de faire un langage impératif. Et donc, est possible de faire par une machine de Turing. Donc voilà, le lambda calcul, ça vous offre un formalisme pour exprimer tout ce qui est calculable, puisque je vous rappelle que d'après la thèse de Church-Turing, tout ce qui est intuitivement calculable est exactement ce qui est calculable par une machine de Turing. Et donc comme vous avez une équivalence entre machine de Turing et lambda calcul, on a une équivalence entre ce qui est intuitivement calculable et ce qui est calculable par une lambda expression, par un programme écrit en lambda calcul. Donc voilà, ça c'est pour vous dresser le panorama général. Et comme dit tout à l'heure, le lambda calcul, effectivement, ça constitue le cœur de tout langage de programmation fonctionnelle, en tout cas d'un point de vue théorique. Alors on y va, on va commencer par définir formellement ce qu'est un lambda terme. En fait, le lambda calcul, c'est vraiment un langage extrêmement simple. C'est peut-être le langage de programmation le plus simple possible, puisque vous avez finalement un jeu d'instructions qui est très très réduit, et la syntaxe du langage, elle peut se décrire de manière très concise, et c'est justement ce qu'on va faire dans quelques instants. On va décrire la syntaxe du langage, comment former finalement des expressions qui sont bien syntaxiquement bien cohérentes. Donc effectivement, un lambda terme, donc c'est également une expression dans le lambda calcul. Eh bien c'est soit une variable x, y, z, t. Voilà, donc vous avez des noms de variables, hein. En général on met qu'une seule lettre pour chaque variable, on pourrait très bien avoir des identificateurs un peu plus complexes. Vous avez accès
un ensemble de variables qui est infini, exactement comme quand vous programmez en C par exemple, mais à chaque instant de votre programme, à chaque moment lors de l'écriture de votre programme, vous n'avez accès qu'à un nombre fini d'identificateurs. Donc faites attention à cette petite nuance. Vous avez accès, si vous le souhaitez, à autant de variables que vous voulez, mais dans un programme, vous n'avez qu'un nombre fini de variables. D'accord, là on est toujours en informatique classique, un programme c'est toujours un texte fini, ça ne change pas. Alors la deuxième allure possible pour un lambda terme, eh bien c'est ce qu'on appelle une abstraction. Vous prenez un terme t préexistant, que vous avez construit suivant les règles qu'on est en train de donner, et vous mettez devant lui lambda x. X fait référence à une variable. On a le point qui fait partie de la syntaxe pour simplement pour servir de séparateur. Et donc quand vous avez un terme existant t, vous pouvez écrire lambda x pointé, lambda y pointé, lambda z pointé, et ainsi de suite. Et vous obtenez un nouveau lambda terme de cette façon-là. Et la troisième allure possible pour un lambda terme, c'est ce qu'on appelle une application. On prend deux termes S et T qui sont préexistants et on les juxtapose. Donc on suppose qu'on a un bon parenthésage pour ne pas avoir d'ambiguïté et juxtaposer les termes et ça vous fait un nouveau lambda terme. Alors souvent l'application, donc c'est vraiment l'application mathématique, on pourrait mettre un rond à l'intérieur ou des parenthèses autour de T. Là on ne les met pas parce qu'on va voir que on va parenthéser différemment nos termes et que les parenthèses autour du T ici seraient en général superflues. Donc petite remarque, on va donner des exemples dans quelques instants. On a ici ce qu'on appelle une définition récursive, hein, vous l'avez remarqué, puisque là vous avez la définition de lambda terme qui fait elle-même appel à la notion qu'on est en train de définir. Donc en fait finalement un lambda terme c'est un arbre, exactement comme quand vous définissez des arbres, vous avez la notion d'arbre qui apparaît dans la définition, là on a la notion de lambda terme qui apparaît, donc ça vous fait un arbre qui va être unaire binaire, hein. On va voir dans quelques instants comment on dessine l'arbre associé à chaque lambda terme, et donc il faut garder en tête qu'un terme est toujours un arbre. Donc ici vous avez un exemple. Donc les parenthèses ont été totalement disposées, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune ambiguïté de lecture. Là ici, vous avez, si vous voulez, un premier sous-terme S, qui est ce S ici de l'application, et là un autre sous-terme T qui sont juxtaposés. Donc si vous voulez, là l'opérateur dominant, c'est une application. Là vous avez lambda x.xyx, lambda y, lambda x, y. Donc nous, ici, on mettra des parenthèses partout. Il faut savoir que dans certains livres, en général, les auteurs mettent en place des règles de priorité des différents composants d'une expression pour lever la nécessité d'avoir des parenthèses. Nous, on ne le fera pas ici, puisque on est juste en train d'étudier une approche de ce paradigme-là. On n'aura pas besoin d'aller aussi loin. Alors, quelques points d'intuition à ce stade-là qui me semblent importants. Donc une variable, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer outre mesure. Une variable, c'est un symbole, vraiment au sens mathématique courant, qui pourra être remplacé, substitué par n'importe quelle autre expression dans la suite. Voilà, donc une variable, ça se remplace soit par une variable, mais plus généralement par une toute autre expression. Si je prends l'expression x plus 1, eh bien ça me fait un prototype pour avoir le droit de remplacer x par ce qu'on veut dans la suite. On peut le remplacer par 10, mais on peut aussi le remplacer par x au carré plus 8, par exemple. Voilà, donc une variable, il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça. Abstraction, ça c'est intéressant au moins de reconnaître la nomenclature de ce point numéro 2. Pourquoi on appelle ça une abstraction? Alors l'idée c'est que si vous avez un procédé de calcul que vous connaissez, par exemple vous savez calculer l'aire d'un rectangle, alors là vous connaissez tous la formule du calcul d'aire d'un rectangle, calcul de l'aire d'un rectangle, vous écrivez par exemple 1/2 multiplié par la longueur du segment de base, multiplié par la hauteur
associé à votre base. Donc voilà, donc ça vous fait un schéma. Ça vous fait un schéma parce que vous pouvez remplacer ensuite B et H par ce que vous voulez pour avoir, mettons, un calcul, une instance du calcul. On appelle ça une instance de l'expression. Mais en fait, ce que vous avez ici, c'est plus qu'une expression. Là, vous avez un schéma de calcul. En fait, là, vous avez une mini machine, en fait, quelque part, un mini automate qui a deux entrées B et H et une sortie. Donc, en fait, il faudrait plutôt écrire ça comme ça. Là, vous avez un procédé qui prend B et H en entrée et qui vous calcule, eh bien, exactement cette expression-là. Et faire ressortir les paramètres, c'est ce qu'on appelle abstraire l'expression. Vous êtes en train de, non pas de considérer l'expression T elle-même, mais son abstraction en remplaçant, en considérant un paramètre comme tel et en ajoutant justement un paramètre devant. Pareil, hein, si vous avez un polynôme x au carré plus 7, bah vous pouvez très bien en fait considérer non pas le polynôme, mais la fonction polynôme. Hein. Il y a vraiment une différence entre les deux. Là, vous avez ici un polynôme quand vous écrivez ça comme ça. Donc un polynôme, c'est un élément de l'espace vectoriel engendré par les x puissance i, pour i entier naturel. Là, vous avez un polynôme, voilà. Mais vous avez la fonction polynomiale qui, elle, est la fonction f de x, qui envoie x sur 7. Donc ça, c'est la fonction polynomiale. Il y a une réelle différence. Polynomiale. Et ça, c'est l'abstraction de la première. Abstraction du polynôme précédent. Voilà, donc vous pouvez, et c'est ça qui est intéressant en lambda calcul, prendre n'importe quelle expression préexistante. Vous pouvez voir comme, entre guillemets, pour garder l'intuition, pour garder la métaphore comme un polynôme, et rajouter un lambda x devant pour l'avoir comme une fonction. Donc en fait, une abstraction, ça n'est rien d'autre qu'une manière de créer une fonction. Enfin, c'est comme si en camel, j'écris fun de x devant une expression existante, comme par exemple x plus 8. Voilà, donc là j'ai l'expression x plus 8, c'est le t ici, et le lambda x est implanté par le fun de x ici. Voilà, et vous pouvez évidemment enchaîner les fun de x, hein, vous pouvez écrire des choses comme ça. Voilà, en général en camel on écrit plutôt en espaçant les entrées. Voilà, ça serait lambda y, point lambda x, point t pareil. Et l'application, alors qu'est-ce que c'est que l'application? L'application, on y reviendra dans quelques instants. C'est lié à ce qu'on appelle la bêta substitution. Donc ici, d'un point de vue purement intuitif, l'application, ça revient quand vous avez une expression qui dépend d'une entrée x et une autre expression g. Eh bien, ça revient à évaluer votre expression f en remplaçant l'entrée par g. Voilà, donc ça revient à remplacer, si vous voulez, le paramètre de votre terme ici par la deuxième expression g. Donc on y reviendra, évidemment il y a des restrictions d'usage, hein. Il y a quelques contraintes pour avoir le droit d'écrire ceci, on en parlera dans quelques instants. Très bien, donc ça c'est pour l'intuition. Vous allez voir qu'elle va se parfaire au fur et à mesure de l'avancement de ce cours. Je vous expliquais il y a quelques instants qu'on pouvait voir un lambda terme comme un arbre syntaxique, comme un arbre d'expression. Alors la règle, elle n'est pas compliquée. Si votre terme, donc je vais dire soit lambda terme, soit expression, soit plus simplement terme, hein, dans la suite. Donc si vous avez un terme t qui est une variable, donc c'est le premier cas de la définition. Son arbre syntaxique, c'est une feuille qui est décorée par x, tout simplement. On va avoir un exemple graphique dans quelques instants.
Si t est une abstraction, alors ça veut dire que t s'écrit comme lambda x.t', où t' est un autre terme. Ça, c'est la deuxième allure possible. Et bien, dans ce cas-là, on va dessiner un nœud unaire, donc qui possède qu'un seul fils, décoré par lambda x, et qui a comme fils l'arbre syntaxique de t'. Donc là, un calcul récursif de l'arbre syntaxique de t' qu'on va connecter au nœud, qui va être notre racine lambda x. Et si finalement t est de la forme application, ça veut dire que t est égal à t', t seconde. Alors ici, l'arbre, on va le dessiner comme ça. On va faire apparaître l'opérateur qui est caché ici, qui est l'opérateur de composition. On note en général en mathématiques par un rond. Donc vous dessinez un nœud binaire cette fois-ci, où à l'intérieur vous avez un rond. Comme fils gauche, vous avez l'arbre syntaxique de t', et comme fils droit, l'arbre syntaxique de t seconde. Vous avez ici un nœud binaire. C'est pour cette raison qu'on a dit tout à l'heure qu'on avait affaire à des nœuds binaires unaires. Voilà, reprenons le terme qu'on a considéré précédemment et dessinons son arbre syntaxique. Alors, on va commencer par regarder la partie droite ici. Donc la partie droite, elle est attachée à cette partie gauche par un symbole de composition. Donc là, vous avez cette composition-là qui est l'opérateur qu'on laisse caché ici, donc qui apparaît ici. Là, vous avez à gauche l'arbre syntaxique qui correspond à ce terme-là. Et à droite, ça c'est l'arbre syntaxique qui correspond à ce deuxième terme. Donc là, vous voyez, vous avez lambda x, lambda y, point y. Lambda y, lambda x, y. J'ai dû le dire à l'envers à l'oral, mais vous avez compris. À gauche, on a un terme dont l'opérateur dominant ici est un lambda x à cause des parenthèses. C'est lui qui est le plus à l'extérieur. Vous voyez, là, vous avez une parenthèse ouvrante ici et sa parenthèse fermante là. Donc on a lambda x qu'on retrouve ici. Ensuite, on a mis une composition. Pourquoi? Bah oui, parce qu'en fait, si vous plongez récursivement, on doit traiter ce sous-terme-là. Et là, vous avez la composition de xy avec x. Là, vous voyez bien, j'ai la composition avec x de xy. Vous voyez, là, on a maintenant le terme x composé avec y qui est celui-ci. Voilà, moi je vous propose de mettre la vidéo en pause et de refaire le dessin par vous-même, c'est important, puisque les arbres sont un bon modèle de représentation des termes. Faire des raisonnements, on va en faire dans quelques instants. Donc là, il faut que ce soit bien clair à ce stade-là. Si ce qu'on a expliqué pour l'instant sur les abstractions, sur les applications n'est pas forcément clair, c'est vraiment pas grave. Mais il est important de bien comprendre à ce stade-là la notion d'arbre syntaxique. Un deuxième exemple, encore une fois, essayez de mettre la vidéo en pause à ce stade-là et de dessiner l'arbre qu'on obtient. Donc là, pas de difficulté, vous avez ici comme opérateur dominant maintenant, c'est plus une composition, mais c'est une abstraction. Comment obtenir l'opérateur dominant? C'est une question qu'on peut se poser, mais c'est pas très compliqué en fait, il suffit de suivre les parenthèses. Là, vous avez, si vous regardez comment est parenthésé ce terme-là, là, vous avez une première sous-expression ici et une deuxième là. Donc là, c'est forcément une composition. Là, vous avez comme sous-expression uniquement ceci immédiatement, qui est introduit par un lambda x. Et ça vous explique qu'il y a un lambda x à mettre devant. Donc voilà, vous pouvez dessiner votre arbre avec en mettant bien les feuilles, donc y, x ici, qu'on place dans des carrés pour les distinguer des nœuds internes. On arrive maintenant à une notion très légèrement technique, mais qui reste parfaitement accessible, la notion de variable liée et libre. Là, on prend un terme t et une occurrence d'une variable x. Donc une occurrence d'une variable x, c'est simplement, on souligne quelque part un x qui apparaît. Alors, quand j'ai un lambda x, ça compte pas pour une occurrence du x. On va dire qu'un x apparaît dans un terme si il apparaît tout seul, sans lambda devant. Donc là, vous avez une occurrence de x, une occurrence de y, une occurrence de x ici, et une occurrence de y là. Donc là, dans ce terme-là, vous avez deux occurrences de x et deux occurrences de y. Ça se voit mieux quand vous tracez les arbres syntaxiques. Vous voyez que là, les x qui sont ici, y, x, ne sont pas des occurrences de x, y et x, et sont dans des nœuds. Donc les occurrences, il faut juste les regarder dans les feuilles. C'est là que vous avez les variables.
Et maintenant, voilà, donc ça on l'a expliqué. On a deux types de sortes plutôt, que la notion de type est déjà prise, ce terme-là. Vous avez deux sortes de variables. Vous avez les variables libres et les variables liées dans un. Alors on va expliquer comment savoir si une variable est libre ou liée. Alors on va pour ça introduire un algorithme. On prend notre occurrence, donc notre feuille, petit f, et on va remonter depuis f vers la racine de notre arbre en suivant la procédure qui est écrite ici. Donc si on est en train de visiter un nœud étiqueté par lambda x, alors là on s'arrête, l'algorithme s'arrête et on relie notre feuille à ce nœud. Sinon, si ce nœud n'est pas encore la racine de l'arbre, eh bien on remonte d'un cran vers son parent. Et on continue comme ceci, jusqu'à épuisement, jusqu'à atteindre la racine. On va faire un exemple, vous allez voir, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Et là, vous avez deux réponses possibles à ce stade, une fois que vous avez fini l'algorithme. Si vous avez réussi à relier f à un nœud lambda x, eh bien on dit que l'occurrence de x est liée. On va aussi dire qu'elle est capturée par le lambda x en question. Et si on a atteint la racine de notre arbre sans avoir pu connecter notre occurrence x à un lambda x, on va dire que notre occurrence de x est libre. Voilà. On va faire des exemples en prenant ce terme-là. Voilà, donc mettez la vidéo en pause et faites le dessin de l'arbre de ce terme-là, on va en avoir besoin. Il va apparaître aussi, vous pourrez comparer si vous avez la bonne réponse. Donc c'est parti, on va s'amuser à considérer toutes les occurrences de variables. Donc là, vous en avez une ici, un x là, un x là, pardon, ici exactement, un y et un y là. Et on va essayer de connecter, si possible, nos variables ou lambda x ou y qui les capture. Voilà. Donc là, vous avez l'arbre syntaxique. Et là, on va considérer, on a déjà les réponses qui sont affichées en même temps ici, mais on va détailler à chaque fois. Là, vous avez cette feuille décorée par x. Donc là, vous remontez votre arbre jusqu'à obtenir un lambda x. Le premier lambda x que vous obtenez, vous vous arrêtez et vous connectez. Donc là, ici, j'ai un rond, donc je remonte, un rond. Un lambda, mais c'est pas un bon lambda, parce que là, lui, il quantifie sur y. Donc on ne s'arrête pas encore, on remonte ici, lambda x, et on trace. Ici, x, là, on a directement gagné en remontant d'un cran, donc vous avez directement le fait que cette occurrence de x est capturée par ce lambda x. Si on revient sur l'expression, vous avez que cette occurrence de x qui correspond à ce x-là est capturée par ce lambda x qui correspond à ce lambda x-là. Et ainsi de suite. Donc ça vous permet de... On s'arrête en premier, c'est-à-dire que ce x-là n'est jamais capturé par ce lambda x-là, même si c'est son ancêtre dans l'arbre. Vraiment, on le connecte au plus proche. Le y ici, il est capturé par ce lambda y-là, et ce y-ci par ce lambda y-là. Alors juste pour vous donner un exemple plus complet, si on avait eu, mettons, un z ici à la place d'un y, voilà, la troisième feuille décorée par un z, une variable z. Dans ce cas-là, vous voyez bien que le processus, ce même processus qui consiste à trouver un lambda z échoue dans les ancêtres de y. Et donc là, on dirait que z est une variable libre. Et graphiquement, on mentionne ce résultat-là en faisant une flèche qui connecte y et l'extérieur. Donc on ferait une grande flèche rouge qui irait vers la droite ou vers la gauche, mais qui partirait un peu dans le vide, quoi, pour illustrer cette notion-là. Ici, dans ce terme, on n'a que des variables qui sont liées. Voilà. Donc pourquoi pas, hein, on aurait pu faire un exemple un peu différent. Là, vous avez que des variables qui sont liées. Et on arrive à la notion de substitution. Alors, là, on prend un terme t, et x, une variable qui apparaît potentiellement dans t, et s, un autre terme quelconque. Donc on a deux termes t et s, et x, une variable. Et maintenant, on va définir la substitution
de S à X, donc ça veut dire qu'on va remplacer X par S dans T. Alors ça consiste à remplacer chaque occurrence libre, donc c'est pour ça qu'on a introduit la notion précédemment, on a besoin de regarder les variables libres qui sont nommées par X dans T, et on va les remplacer par S. On va noter par T étoile XS le terme ainsi obtenu, donc je vous rappelle, T étoile XS, c'est le terme obtenu en remplaçant tous les X libres dans T par S. Donc voici un exemple. Ici, on veut remplacer toutes les occurrences libres de X dans le terme en gris par ZZ. Là, on ne va pas redessiner les arbres à chaque fois. Avec un peu d'expérience, on voit directement, en tout cas très rapidement, le statut d'une variable entre libre et lié. Donc ici, vous allez remplacer ce X-là par ZZ, et ça va vous donner ceci. Vous voyez bien qu'on a replacé des parenthèses ici et là pour avoir une expression totalement parenthésée à l'intérieur ici. Là, on peut imaginer qu'on a des parenthèses autour du terme ZZ. Alors ici, là, vous remplacez les occurrences libres de X par ZZ. Là, si vous regardez ce qui se passe, cette occurrence de X là, elle n'est plus libre parce qu'ici, il y a un lambda X devant qui vient la capturer. Et pour cette raison, ce remplacement-là ne changera pas notre terme initial. Puisque là, j'ai aucune occurrence libre de X et donc j'ai fait tout le travail déjà de remplacement sans avoir rien fait. Ici, donc on veut remplacer les occurrences libres de Z par lambda X XX. Donc là, on a une occurrence libre de Z. Celle-ci n'est pas libre parce qu'elle est capturée par le lambda Z qui est là. Et là, par contre, on est libre aussi. Donc, on obtient, vous voyez, ce terme-là avec le premier Z qui est remplacé par le deuxième terme et le dernier Z remplacé par le terme en rouge ici. Voilà. Donc, entraînez-vous à bien faire ces calculs-là. Donc, on remplace que les occurrences libres. Alors, d'un point de vue intuitif, c'est tout à fait raisonnable de le faire parce que quand vous avez une occurrence liée d'une variable, c'est un peu comme si vous êtes dans une portée lexicale restreinte, c'est-à-dire que vous avez une cascade de let in et vous êtes en train de recapturer une variable par un let dont le nom en fait existe déjà préalablement. Et dans toute cette expression-là, si vous remplacez le nom globalement, ça ne va pas remplacer le nom localement de votre let locale. D'accord, donc c'est pour cette raison-là que vous avez ce comportement qui est fait. Le Z qui est à l'intérieur ici, il est préservé parce que le Z qui est ici, il est redéfini par ce lambda Z qui est là. Donc vous avez ici une espèce de verrou sur le Z et il est local en fait à cette expression-là. Tandis que les Z qui sont là, ils sont globaux et donc on y a accès. Il n'y a pas de verrou sur eux. Il n'y a pas de lambda Z qui les protège. Pour donner des synonymes pour augmenter un peu la compréhension. Et avant d'expliquer comment on peut calculer avec des lambda termes, on a encore besoin de quelques petites notions. Alors, l'alpha renommage et l'alpha équivalence, donc c'est des noms un petit peu pompeux mais qui font partie de la théorie et donc on est obligé de les introduire si vous souhaitez, suivre lire des cours ou des articles ou voilà, sur le lambda calcul, vous allez rencontrer cette nomenclature-là. Donc l'alpha renommage se décrit de la manière suivante. On part d'un terme, petit t, x une variable, et y une autre variable qui n'admet aucune occurrence dans t. Donc y, il n'y a pas d'occurrence voilà, qui soit libre ou liée dans t. Alors l'alpha renommage de x en y, donc c'est un nouveau terme. L'alpha renommage de x en y dans t, eh bien ça consiste à remplacer dans le terme de départ chaque lambda x par lambda y et chaque occurrence qui est dans le champ du lambda x, donc qui est lié à un lambda x par un y. Alors dit comme ça peut paraître un petit peu compliqué à imaginer. Vous allez voir qu'en fait,
C'est extrêmement intuitif. Vous avez ce terme-là, lambda x.x. Et en fait, vous dites, ok, mon identificateur x me plaît pas trop, je vais le renommer en un y. Donc vous allez remplacer ce x par un y. Alors vous n'êtes pas trop concerné par ça, mais certains étudiants de L1 qui ne sont pas forcément très bons aiment bien rendre des TP en renommant des identificateurs, en faisant si possible attention au renommage, à bien le faire propager, etc. Bah, c'est exactement ça l'alpha renommage. Vous avez un programme qui existe et vous allez remplacer tous les identificateurs de manière cohérente par un autre nom pour avoir un programme qui soit à première vue différent, mais en fait qui possède le même comportement. Donc, de toute façon, on va parler du comportement dans la suite du cours. Donc l'alpha renommage, c'est juste ça. Ici, vous avez un autre terme, donc vous avez ce terme-là, xx, lambda x.xz, et l'alpha renommage de x en y, eh bien c'est ce terme-là. Alors là, il y a quelque chose à expliquer parce qu'on retrouve xx ici. Et justement là, vous êtes un étudiant de L1, moi je vous rappelle, vous n'êtes pas concerné par ça parce que vous êtes de très bons étudiants. Mais voilà, vous avez ici un XX qui apparaît, vous ne pouvez pas le remplacer par YY, parce que là, vous avez une occurrence de X qui est libre. Bah, ça veut dire que potentiellement, dans votre programme, X, il a pris une valeur précédente, avant dans votre programme. Et donc, si vous remplacez ce X-là par un Y à ce stade-là, vous allez changer le comportement de votre programme. Vous allez obtenir un comportement différent. Alors que si vous remplacez ce X-là par un Y à ce stade-là, ça ne provoque pas de changement parce que ce X, il est capturé par ce lambda X-là. Il est local. Donc vous pouvez remplacer ce X par un Y en remplaçant ce lambda X par un lambda Y. Exactement comme fait ici. Donc c'est pour cette raison-là que dans la définition de l'alpha renommage, on remplace chaque x lié à un lambda x par un y et on ne touche pas aux variables libres. Là, vous n'y touchez pas. Est-ce que ces variables libres, elles peuvent avoir une sémantique, un sens qui a été affecté au préalable. Et donc, les remplacer par un y, potentiellement ferait que plus rien ne marche. Et maintenant, on va pouvoir définir l'équivalence entre deux termes. Donc vous avez t et t' deux termes, et on va dire qu'ils sont alpha équivalents. Si on peut transformer t en t' par une suite de tel renommage, donc une suite d'alpha renommage. Donc un exemple, voilà, on a dit que deux programmes sont équivalents si vous pouvez les renommer. C'est exactement ça qu'apporte l'alpha équivalence. Vous avez deux termes, comme vous pouvez passer de l'un à l'autre en renommant par ce procédé-là certaines de ces variables, vous avez deux termes équivalents. Ces deux termes-là sont alpha équivalents, alors là ça saute pas forcément aux yeux. Ici vous avez fait un espèce de swap, un espèce d'échange entre x et y. Donc en fait la suite d'alpha renommage pour obtenir ce terme-là à la place de celui-ci, vous renommez x en z, d'accord? Vous obtenez un nouveau terme, donc ce sera lambda z, lambda y, zy. Vous remplacez ensuite y par x, et vous remplacez ensuite z par y. Et vous obtenez finalement ce terme-là. Si je ne me suis pas emmêlé les pinceaux, vous vérifierez tranquillement. Voilà, vous avez deux termes qui sont équivalents. Vous voyez, c'est un peu comme si en camel, vous écrivez cette fonction-là, par exemple, fun de xy. Donc je vous rappelle que les lambda, en fait, ce sont des abstractions, donc ça revient à créer, en quelque sorte, des fonctions anonymes. Et là, vous avez quelque chose qui dépend de xy. Donc là, je vais écrire, par exemple, je ne sais pas moi, x plus y. Alors, x plus y, c'est pas bien parce que l'addition commute. On va plutôt prendre la concaténation de chaîne de caractères qui ne commute pas, qui n'est pas commutative. Voilà, donc vous avez ce terme-là. Et en fait, il est équivalent à celui-ci. Parfaitement trivial en termes de programmation. Et voilà, c'est offert par l'alpha renommage. Alors je vais illustrer ce que je disais par cette idée de variable libre qu'il faut pas modifier. Par un exemple tout simple, ici mettons, j'ai ce petit bout de code en camel, donc là je définis une taille à 32.
voilà, c'est une fonction à 0 paramètre, vous pouvez l'avoir comme une constante. Et là, j'ai une nouvelle fonction. Let f de x égale à x plus taille. Voilà, donc si j'appelle f avec 10, j'obtiens la valeur 42. Et là, si je veux faire un alpha renommage de taille en un symbole, mettons taille prime, bah, je vais obtenir cette nouvelle définition-là. Alors je vais l'appeler G ici pour pas avoir d'ambiguïté. Et ça, évidemment, ça ne compile pas parce que taille prime n'a pas été définie. Tandis qu'à l'inverse, je pourrais alpha renommer mon x en y, puisque mon x est une variable liée. Et donc là, je peux réécrire ça. Voilà. Donc ça illustre ce qu'on a expliqué ici. Donc j'espère que c'est suffisamment clair. Et un dernier exemple de termes qui ne sont pas alpha équivalents, mais qui semblent l'être, eh bien c'est celui-ci. Là, vous avez lambda x, xy, et là, lambda x, xz. Alors, ça n'est pas alpha équivalent, vous ne pouvez pas renommer y en z, simplement parce que ces renommages-là ne vont pas changer le y, parce que ce y est une variable libre. Et donc, il est intouchable ici. C'est comme le taille ici, il doit être intouchable. Tandis qu'il n'y a que le x qui peut être modifié parce que c'est une variable liée dans ce contexte-là. Donc là, vous n'êtes pas alpha équivalent. Parce que, encore une fois, pour concrétiser un petit peu votre intuition, plus haut dans votre programme, y peut avoir une valeur précise, z aussi, et il n'y a pas lieu de les intervertir. Et on va maintenant expliquer comment mettre un peu de mouvement dans tout ça, de mécanique, pour faire avancer notre machine, nos calculs que l'on peut réaliser avec des termes. Alors ici, on va prendre un terme dans une forme très particulière. Là, vous avez t qui est donc composé d'une application, d'un premier terme avec un deuxième v. Alors v est complètement quelconque, ça peut même être une variable, hein, ici. Et notre premier terme est une lambda abstraction. Il s'écrit comme lambda x.u, et u c'est un terme quelconque, par contre. Donc là, t est vraiment très particulier, hein. Si vous dessinez l'arbre de t, vous avez tout d'abord un nœud de composition qui possède comme fils gauche un lambda x, et ensuite un u à gauche, et à droite un v. Donc vraiment un terme très particulier. Et ce qu'on va appeler bêta réduction en racine appliquée sur t, eh bien, c'est la transformation de ce premier terme-là en ce terme-ci. Je vous rappelle, étoile x veut dire que l'on remplace toutes les occurrences de x libres dans u par v. Donc si on regarde ici ce qu'on a, vous avez u qui s'est fait abstraire par lambda x. Donc ça veut dire que si vous avez des x dans u qui sont libres, eh bien ça veut dire qu'ils sont capturés par le lambda x qui est là. D'accord? Là, vous avez des x qui sont libres dans u. Ils sont capturés par ce lambda x. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'avoir une fonction ici et un argument. Et quand on a une fonction et un argument, on va l'évaluer en exactement remplaçant bien, notre paramètre x, ses occurrences dans u, par la valeur de v. Et c'est exactement ce qu'on obtient ici. Je vais vous faire un exemple ici tout simple. Vous avez, mettons ce terme-là, donc fun de x, x concaténé par exemple, ABC concaténé à x. Voilà, vous avez ce terme-là. Alors là, c'est un terme qui est analogue à la partie gauche ici, en fait. Vous avez donc, en quelque sorte, une fonction à une entrée. Et u, c'est ce que renvoie la fonction. Donc là, j'ai le fun de x et le lambda x. Et à droite, j'ai le terme u ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais composer ceci avec une entrée v. Alors là, je vais la composer avec l'entrée v, mettons
CBA, par exemple, en majuscule. Et là, on est tous d'accord que quand on évalue ceci, eh bien, on va remplacer tous les x dans notre expression ici, qui sont accessibles, qui sont les x portés par le paramètre ici. Donc on va remplacer ce x-là par CBA et ce x-là par CBA. Et on obtient bien la bonne réponse. Alors, deuxième exemple un peu plus complexe, dans lequel on a des variables liées x dans u, pour bien comprendre ce qui se passe. Alors là, je vais prendre un exemple avec des entiers. Donc là, ce que je vais faire, je vais écrire ça 1 plus x plus let x égale 8 in x plus 1. Donc ici, vous avez tout un terme. Donc c'est encore une abstraction, c'est une fonction anonyme, dans lequel vous avez un x ici qui est ce x-là. Mais là, vous avez un nouveau x ici, qui apparaît dans le x plus 1, qui est le x qui est ici. Donc ça, c'est bien une fonction bien définie, int vers int. Et je vais l'évaluer avec, comme valeur de x, 2. Quand vous écrivez ça, vous remplacez les occurrences de x libre par 2 ici, uniquement. Donc il n'y a que ce x-là qui vient se remplacer par 2. Là, je ne remplace surtout pas ce x-là par 2 parce que il est capturé par ce x égale à 8 ici. Et donc on obtient bien 1 plus 2, 3, plus 9. Alors sinon, on obtiendrait 1 plus 2 plus 3. Évidemment pas égal à 12. Voilà, donc j'espère que ça, c'est à peu près clair pour l'intuition. Vous allez voir qu'elle va encore se parfaire dans la suite, je l'espère. Alors il y a une deuxième subtilité. Elle est un peu plus pénible à comprendre et on va l'élucider dans un futur exemple. Pour l'instant, on ne fait que l'énoncer, vous allez voir. Avec l'exemple, ce sera plus clair. Il faut faire attention à ce que aucune occurrence d'une variable libre de V devienne capturée dans U étoile XV. Il faut faire attention à ce fait-là. Vous pouvez avoir une variable libre de V, donc mettons un petit z, qui devient capturé parce que le V il vient se placer à tous les endroits où il y avait un x dans U, libre, qui pourrait être capturé par un lambda z. Et donc ça, évidemment, il faut l'interdire. On va expliquer dans un exemple, encore une fois, comment ça va se faire. Donc ici, l'idée, c'est qu'on va procéder à un alpha renommage préalable pour éviter ce cas de figure. Donc ça, c'est plus vraiment quand vous souhaitez implanter un interpréteur lambda calcul. Donc on va juste donner l'exemple dans la suite. Alors notation. On va noter t flèche. Alors en haut, vous avez r comme racine, parce que là on parle de bêta réduction en racine, et en indice vous avez bêta. T', le fait que vous pouvez obtenir t' à partir de t par une bêta réduction en racine. Donc vraiment ce procédé-là, vous avez t qui a cette forme-là, et le terme résultat qui a celle-ci. Alors voici quelques exemples. Donc ici, vous avez un terme dans la bonne forme, il y a un lambda quelque chose ici, et une composition là. On va bêta réduire en racine notre terme. Alors comment ça marche? Eh bien, on va repérer les occurrences de y qui sont libres dans ce terme-là, donc là c'est tout ce y-là, et on va remplacer bien cette variable-là par le terme qui est en gris ici. Et là, on obtient sans aucun mystère directement lambda x, xyz. C'est exactement comme si vous écrivez la fonction fun de x vers x. Vous pouvez lui donner absolument n'importe quoi. Vous obtiendrez toujours ce n'importe quoi, puisque c'est une identité que vous avez ici. Si vous voulez, ce lambda terme, lambda y.y, c'est exactement comme fun de x slash x. C'est la fonction identité. Donc pas de mystère. Ici, vous avez un calcul un peu plus complexe à faire. Là, vous avez lambda x.xy. Donc là, vous repérez les occurrences libres de x là-dedans. Donc il y a celle-là. Elle n'est pas du tout recapturée ailleurs. Et donc vous allez remplacer ce x par z. Et ça donne ceci. Alors, vous gardez ce terme-là. On garde bien le deuxième terme, le terme u ici. Et on remplace cx libre par v.
Troisième exemple. Alors lui, c'est un exemple un peu plus courant dans la pratique, hein. Vous avez donc un terme qui commence par lambda x et le sous-terme qui nous intéresse qu'on a appelé u. On regarde les occurrences de x qui sont libres, x là, x là. Ce x là n'est pas libre parce qu'il est capturé par ce lambda x là, donc on n'y touche pas. Et on va donc remplacer ce x par le terme en gris et ce x là par une nouvelle copie du terme en gris. Donc là, vous voyez que vous avez le terme en gris qui est en quelque sorte dupliqué, ce qui est normal parce que là, vous avez deux occurrences de x qui sont libres. Encore un autre exemple, lambda x, lambda y, x, zy. Alors, là, c'est un exemple justement qui illustre le point qu'on avait évoqué il y a quelques instants sur le fait qu'il faut faire attention à ce qu'aucune variable libre de v ne devienne capturée dans le terme résultat. Alors, on va expliquer ce qui se passe. Ici, vous avez z et y qui sont deux variables libres. Donc il faut impérativement que ce statut-là soit préservé. Ça veut dire que dans le terme qu'on va obtenir à l'issue de la bêta réduction en racine, il faudra que z reste libre et que ce y-là reste libre. Pourtant, si on fait cette réduction-là, vous allez remplacer donc ce x-là par zy. Et ça va donc donner lambda y, zy. Sauf que là, vous avez un lambda y maintenant, qui vient capturer ce y-là. Et ça, c'est interdit. Ce y ne doit pas être un paramètre du nouveau terme ici. Là, c'est un paramètre parce qu'il est lié. Il faut le laisser libre. Donc c'est pour cette raison qu'en fait, on a besoin de recourir à un renommage. Donc en fait, vous allez renommer la partie gauche en fait. Ce y-là, on va le renommer en y'. D'accord? Donc là, ça ne change rien. Là, vous avez un premier terme ici qui est alpha équivalent à celui-ci directement. Et vous obtenez donc comme résultat lambda y', zy. Ce prime là fait qu'on n'a pas de capture ni de z, là c'était pas le cas dans tous les cas, et de y. Ok, donc j'espère que c'est à peu près clair. Reprenez peut-être cette diapo là en refaisant ces exemples à la main. C'est pas très difficile, mais ça vous permet de vous entraîner un petit peu sur la bêta réduction. Alors maintenant, on va parler de bêta réduction en général et pas forcément en racine seule. On a besoin pour ça de la notion de sous-terme. Vous prenez un terme t, et en fait un sous-terme de t, c'est un terme qui peut être visualisé quand vous prenez l'arbre syntaxique de t et que vous prenez en fait un nœud quelconque et que vous décrétez que c'est une nouvelle racine. Et si vous regardez ce qui se passe en dessous, bah, vous avez un terme complet. Donc par exemple, si vous prenez ce terme-là, eh bien il admet comme sous-terme x, si vous décrétez que la racine de votre arbre, ça va être la feuille x, celle-ci par exemple, y, et vous prenez comme sous-arbre cet y-là ou celui-ci, ça revient au même. Y, donc là vous prenez comme sous-arbre la racine et la composition ici, donc il y a une autre façon de décrire la notion de sous-terme, c'est juste vous suivez les parenthèses et vous prenez les composants de proche en proche. Donc là vous avez un sous-terme ici, donc y. Vous avez un sous-terme ici qui est lambda y. Donc là vous pouvez jamais vous arrêter au milieu ici, hein. Évidemment ça c'est pas autorisé. Il faut prendre vraiment tout le sous-terme sans couper les parenthèses. On a également comme sous-terme lambda x, lambda y, y. Et le terme total, qui est un sous-terme de lui-même, évidemment. Il faut surtout pas l'oublier. Et la bêta réduction sur un terme t, eh bien, ça consiste à appliquer une bêta réduction en racine sur l'un de ces sous-termes. Donc en fait, vous allez faire le calcul qu'on a expliqué tout à l'heure, mais vous n'êtes pas obligé de le faire directement au niveau de la racine du terme, mais vous pouvez le faire à n'importe quel stade de votre terme pourvu qu'il soit de la forme autorisée, c'est-à-dire de cette forme-là. Donc là, par exemple, on pourrait faire des bêta réductions
Il n'y aurait pas beaucoup d'endroits ici. Essentiellement, il y aurait aucun endroit où on pourrait faire une bêta réduction à ce stade-là. On va faire des exemples, justement, on peut en faire à plusieurs endroits différents dans quelques instants. Alors, on note T flèche bêta T', le fait que T' puisse être obtenu à partir de T par une bêta réduction. Donc évidemment, on peut avoir un terme T qui, par une bêta réduction, donne un terme T, T', T seconde, T tierce. On peut avoir plusieurs possibilités. Et là, ce que vous exprimez par cette notation-là, c'est qu'il y a au moins cette possibilité-là que vous pouvez rencontrer. Et on note également par T flèche bêta étoile, T', la clôture réflexive et transitive de cette relation binaire-là. Donc ça veut simplement dire, pour reparler de manière moins pompeuse, que vous pouvez obtenir T' à partir de T par une suite de bêta réduction. Une suite quelconque, il y a un chemin qui les relie, il y a un moyen de calculer T' à partir de T avec les règles qu'on a énoncées sur la bêta réduction en racine. Voici quelques exemples. Alors ici, vous avez tout un terme assez complexe. Et on va regarder une bêta réduction. Vous voyez ici, vous avez un sous-terme qui est en rouge. Ici, ce sous-terme-là est en rouge. Il est de la forme autorisée pour la bêta réduction en racine, c'est-à-dire il a cette forme-là. Composition globale, abstraction à gauche. Composition globale, la composition elle est là, en fait on ne la voit pas, mais elle est mentionnée ici. Et abstraction à gauche. Donc on va pouvoir faire une bêta réduction ici, sans changer le reste de notre terme. Donc ici la bêta réduction, ça consiste à remplacer ce x là par ce y. C'est ce qu'on a écrit ici, donc on obtient y, y. Et on garde le terme tel quel. Alors maintenant on peut encore continuer le calcul. Il y a encore une bêta réduction qu'on peut faire ici. Vous voyez ce terme-là, il est de la forme souhaitée pour la bêta réduction en racine. Et donc je peux remplacer ce x-là à toutes les occurrences libres de x à gauche. Donc là, ça donne juste x. C'est ce x-là qu'on a obtenu. Donc maintenant, on a encore une possibilité de bêta réduction en racine. Là, vous avez lambda y.yx. Et donc, on va remplacer tous les x ici par des y. Pardon. Tous les y ici par des x. Donc, vous obtenez ceci. Donc, x. Et si vous regardez attentivement ce terme-là, vous ne pouvez pas le simplifier davantage. Vous ne pouvez pas le réduire davantage. En fait, on va dire que ce terme-là, c'est une version simplifiée de celui-ci. Là, vous avez une expression complexe. Et là, vous avez une expression qu'on appelle réduite. On y reviendra dans quelques instants. Alors, il y a une remarque qui est la suivante. En fait, en partant d'un même lambda terme, vous avez plusieurs chemins de calcul différents. C'est-à-dire vous pouvez appliquer des bêta réductions dans un ordre différent dans votre terme. Effectivement, c'est vrai. C'est-à-dire dans ce terme-là, on peut commencer par appliquer une bêta réduction ici. Ça donne ceci. Et puis là, ça donne x. Alors vous avez juste un peu plus vite, mais vous pouvez mettre la vidéo en pause et faire le cheminement tranquillement. Ou on aurait pu la faire de manière globale, c'est-à-dire je peux remplacer directement ce y par ce terme-là. Donc ça donne ceci. Et on termine en remplaçant ce x par x. Et ça donne encore x. Et là, on obtient la même chose. Donc c'est-à-dire que si on reprend la notation qu'on vient d'introduire, on a que ce terme-là s'évalue, se bêta réduit en x. Avec les deux ordres de réduction. Les deux possibilités, les deux schémas de réduction. Donc on y reviendra sur cette, dans quelques instants sur cette double, ou en tout cas multiple façon d'évaluer un terme. On va voir que en fait, il n'y a pas de choix à faire. Tous les chemins mènent au même résultat. On le verra dans quelques instants. Donc ok, on appelle
la relation de bêta-réduction, donc flèche bêta, une règle de calcul. C'est exactement ça, parce que vous avez une expression et la bêta-réduction vous permet de la simplifier. En tout cas, d'espérer de la simplifier. On va voir qu'il y a des expressions qui ne sont pas évaluables au sens où leur évaluation va boucler. Donc ici, on ne va pas parler de simplification, mais en tout cas, on espère, en partant d'une expression complexe, un peu comme on l'a vu dans les exemples précédents, à coup de bêta-réduction, la simplifier pour obtenir une expression plus simple. Une expression complexe, et là une expression plus simple ici. Un terme qu'on ne peut pas bêta-réduire, on ne peut pas y toucher en fait, un peu comme ces termes-là, donc celui-ci ou encore le x, c'est ce qu'on appelle un réduit. Intuitivement, un terme réduit, c'est une valeur. C'est une valeur au même titre que les entiers, par exemple, que les listes, que les booléens sont des valeurs en camel. Vous ne pouvez pas les évaluer davantage. Donc un réduit, c'est vraiment une valeur de notre langage qui est aujourd'hui le lambda calcul. Alors effectivement, on revient sur la notion où on a un terme et on peut calculer plusieurs chemins de bêta-réduction, comme on l'a vu dans la diapo précédente. Et la question qui est tout à fait raisonnable, c'est est-ce que les différents ordres d'évaluation d'un même lambda terme aboutissent tous à la même valeur? Oui, parce que si ça n'est pas le cas, on doit faire très attention à la façon dont on évalue un terme, puisque si la valeur obtenue à la fin change en fonction de l'ordre d'évaluation, c'est qu'il faut introduire des conventions, il faut introduire une sorte d'ordre de priorité de calcul. Eh bien la réponse est qu'en fait, il n'y a pas d'importance sur l'ordre d'évaluation. Toutes les façons d'évaluer un lambda terme mènent à la même valeur quand il y a bien une valeur qui lui est associée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de divergence dans le programme. Donc ça, c'est le théorème de Church-Rosser. On dit également que notre système est confluent. On a un système qui est confluent, ça veut dire que, quel que soit l'ordre de calcul, on en avait un petit peu parlé de ça, vous avez toujours la même valeur qui apparaît. En informatique, on adore les systèmes confluents parce que quand vous avez un système qui ne l'est pas, eh bien vous devez introduire des contraintes, des vérifications sur la façon dont vous évaluez des expressions. Donc, le lambda calcul, c'est un objet qui est très beau, qui est très esthétique, parce que, en particulier, il admet cette propriété-là, qui est pas si simple à démontrer d'ailleurs. Pas si simple à démontrer que vous avez bien la propriété de Church-Rosser. Alors ça se fait, mais c'est pas si trivial. Alors on peut se poser une deuxième question, qui est la notion de terminaison. Est-ce que toute évaluation d'un lambda terme termine? Est-ce que quand je vous donne une expression, vous avez toujours une suite finie de bêta-réduction qui lui est associée, ou est-ce qu'il y a potentiellement des suites infinies qui peuvent être associées à des lambda termes? Eh bien la réponse c'est que non, on peut avoir des suites infinies qui apparaissent. Alors pour ça l'exemple parfait c'est le lambda terme delta majuscule qui se définit comme lambda x.xx. Et l'idée c'est qu'on va appliquer delta à lui-même. Ça nous fait un nouveau lambda terme. Voilà, donc vous pouvez le déplier. Delta delta c'est lambda xxx, lambda xxx. Tout simplement. Avec le bon parathésage. Quand vous évaluez ça, eh bien vous obtenez par une première bêta réduction, vous allez remplacer ce terme-là sur toutes les occurrences libres de x dans xx. Donc on réobtient exactement lambda xxx, lambda xxx, et ainsi de suite. Donc vous avez en fait un terme qui reste stable par bêta réduction. Et donc l'évaluation de delta delta ne termine pas. Vous pouvez même trouver vous-même des contre-exemples dans lesquels vous n'avez pas une stabilité directe, mais vous avez un terme qui va s'évaluer, mettons un terme t en t', et t' qui va se réévaluer en t par exemple. On pourrait trouver des exemples qui cyclent comme ça. On pourrait également trouver des exemples dans lesquels vous avez un terme qui grandit infiniment, c'est-à-dire au fil des bêta-réductions, au lieu, comme on a pu le voir dans les exemples précédents, d'avoir des bêta-réductions qui simplifient réellement votre terme, on pourrait avoir des bêta-réductions dans lesquelles vous avez un terme qui explose en taille.
et qui ne cesse jamais de grandir. Ça, c'est possible. Donc la réponse, c'est non, hein. Vous avez des termes qui ne peuvent pas aboutir à un réduit au final. Et donc on va dire que notre système n'est pas terminant. Et en fait, on peut penser que c'est une mauvaise nouvelle d'avoir un système qui est non terminant, parce qu'effectivement, en informatique, on aime bien aussi les systèmes terminants. Mais en fait, c'est une excellente nouvelle. Parce que si votre système était terminant, eh bien, ça aurait voulu dire que votre langage de lambda calcul n'est pas aussi puissant que la machine de Turing, puisque la machine de Turing, elle, vous permet d'écrire des programmes qui bouclent indéfiniment. Et c'est important de pouvoir le faire pour être aussi expressif que possible. Et donc si vous étiez en lambda calcul dans lequel vous avez des programmes qui termineraient toujours, eh bien il y aurait forcément des programmes que vous pourriez écrire pour des machines de Turing qui ne seraient pas transposables en lambda calcul. Et heureusement, ça n'est pas le cas. Donc c'est finalement une bonne nouvelle de ne pas être terminant. Très bien, donc essayez de bien reprendre la première partie de ce cours. Ça me semble assez important avant d'appréhender la suite. Bien que la suite soit beaucoup plus concrète, on va expliquer comment on peut coder des objets informatiques que vous connaissez bien, comme les booléens, les entiers, en lambda calcul, et des fonctions qui permettent de les traiter. Donc à la limite, vous pouvez déjà commencer cette partie-là, même s'il y a des points qui vous sont vraiment pas clairs dans ce qu'on vient de dire, vous pourrez raccrocher les wagons potentiellement en étant assez attentif. Alors, on va commencer par faire un parallèle entre la programmation et lambda calcul. On l'a un petit peu fait à l'oral, on a un petit peu parlé, là on va reposer les choses. Alors déjà, un programme, c'est un lambda terme. Dans notre langage du lambda calcul, un programme, c'est un lambda terme, et c'est tout. Donc il peut être très très gros, votre lambda terme, évidemment, mais c'est juste votre lambda terme. Alors, on a expliqué que lambda calcul est muni de la propriété de Church-Rosser. Ça veut dire, je vous rappelle, que vous pouvez évaluer votre lambda terme de différentes manières. Vous obtiendrez toujours la même valeur finale, à condition de respecter les règles de la bêta réduction, évidemment. Et ça vous garantit le fait d'avoir une exécution qui est déterministe. Ça veut dire que quelle que soit votre exécution, si celle-ci produit une valeur, eh bien elle sera toujours la même. Donc déjà, le déterminisme est garanti par ce fait-là. L'évaluation de votre terme, donc si vous voulez ce qu'on avait écrit avec des flèches, donc l'évaluation c'est vraiment la suite. Le terme initial, l'évaluation c'est la suite des termes qui permettent d'aboutir à la valeur, à la valeur de la première expression. Donc l'évaluation, c'est exactement l'exécution du programme codé par votre terme. Donc c'est ça, ce processus d'exécution, c'est un processus de calcul qui ici est décrit par les bêta réductions. Alors, si l'évaluation de t se termine, alors le réduit qu'on obtient, c'est la valeur calculée par le programme, tout simplement. Et si elle ne termine pas, alors on va dire que l'exécution diverge, et dans ce cas, il n'y a pas de valeur. Vous avez un programme qui boucle à l'infini ou qui part vers une récursion non fondée, par exemple. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, on a vraiment posé les bases, mais il faut donner du sens à nos lambda termes. Il faut maintenant raccrocher nos lambda termes qui sont juste des constructions syntaxiques abstraites avec des objets informatiques concrets, pour savoir un peu ce que l'on va pouvoir en dire et en faire. Donc là, on va construire dans la suite les booléens, les entiers, et les constructions conditionnelles comme les if, donc les tests conditionnels avec un then et un else, à partir de lambda termes généraux. On va expliquer comment on va pouvoir s'y prendre. Et rien qu'avec ce langage-là, vous allez déjà pouvoir exprimer pas mal de choses. Alors on y va. Donc on va coder les deux booléens vrai et faux avec les lambda termes suivants. Donc ici, vous voyez, là, on va dire je suis dans un langage dans lequel je peux avoir des alias. Donc quand j'écris vrai, deux points, c'est un peu comme si je fais par exemple en C un dièse define, si vous voulez. Donc là, ça fait que dans la suite, dès que j'ai une occurrence de vrai, c'est comme si j'avais ce terme-là, avec les bonnes parenthèses évidemment pour ne pas avoir de capture de variables ou de problème de relecture. Donc vrai, qu'est-ce que c'est ici?
Vrai, c'est ce terme-là, lambda x, lambda yx. Alors comment il faut le voir? Là, vous avez un terme qui possède deux paramètres, un x et un y. Donc vrai, ça va se coder comme une fonction anonyme, fun de x, y, et qui est envoyée sur l'expression qu'on a abstrait ainsi, x. Donc ça, c'est vrai en fait. Fun de x, y, x, ça c'est le terme vrai. Voilà, on l'a codé comme ça, on va comprendre pourquoi le vrai est codé de cette façon. Alors juste un point. Le lambda calcul, là je vais vous l'écrire parce que c'est très important. Et ça apparaît vraiment à partir de là, est un langage purifié. Donc ça c'est vraiment important de le voir. En fait ce que vous avez ici, pour vrai, vous avez deux façons de voir le terme vrai. Le terme vrai, c'est soit parce qu'on a expliqué ici, donc lambda, donc je mets un n majuscule, lambda x point lambda y point x. Ça, c'est vraiment la première façon de le voir, c'est-à-dire que là, vous avez une fonction à deux entrées x et y, et qui renvoie x. Mais la façon purifiée, qui est vraiment la bonne façon de le voir, c'est celle-ci. C'est lambda x point parenthèse ouvrante, lambda y point x. Et ça, c'est la fonction à une entrée x et qui renvoie lambda y point x. Et ça, c'est vraiment la bonne façon de le voir. En fait, vrai, je peux l'appeler avec juste x. Alors là, ça, ne regardez pas, c'est pas très grave le weak ici qui apparaît. C'est une fonction qui prend une entrée et qui renvoie un nouveau lambda terme qui s'avère être une fonction. Donc pour l'instant, ce qu'il faut voir, c'est que vrai, c'est une fonction à deux entrées, ou une entrée, peu importe comment on le voit, si on le voit de manière purifiée ou pas, mais c'est important de le garder en tête. C'est une fonction qu'on peut voir comme étant à deux entrées et qui renvoie la première de ces entrées. Donc c'est une projection sur la première entrée. Faux, lui, ça marche de la même manière, sauf que c'est la deuxième entrée que l'on donne. Donc faux, c'est fun de x, y, y. Voilà, donc faux, 2, 10, 20, ça vaut 20. Tandis que vrai, 2, 10, 20, ça vaut évidemment 10. Là, on peut se demander, mais à quoi ça sert? C'est vrai, c'est faux? On va l'expliquer dans la suite quand on aura des opérateurs logiques sur les booléens qu'on va justement introduire. Alors déjà, premier exemple, on peut illustrer un peu ce qu'on a dit ici en lambda calcul, si vous évaluez vrai avec U et V. Donc là, je vous rappelle, donc là vous avez vrai ici, vous remplacez vrai par ce terme-là. Donc là, j'obtiens un terme qui est celui-ci. Et quand on l'évalue, donc par des bêta-réductions, vous obtenez le terme U. C'est logique, c'est bien ce qui correspond à la première entrée. Donc encore une fois, ce que vous écrivez comme ceci vrai de UV, c'est équivalent par purification à vrai de UV. Seulement nous, on est dans un langage qu'on parenthèse totalement. On l'a expliqué au début du cours, donc on doit mettre des parenthèses comme ça. Mais vraiment, quand vous avez un terme T et des entrées comme ceci, voilà, mettons 3 entrées, il faut vraiment l'imaginer comme étant cet appel de fonction camel en fait. La fonction t avec x, y et z comme entrée. Donc vrai renvoie son premier argument et faux de la même manière renvoie son deuxième. On l'a expliqué, c'est à peu près clair une fois qu'on a l'habitude de la notation. Alors petite remarque quand même importante, attention, ce codage des booléens est comme ceux qui vont suivre pour les entiers par exemple, ce ne sont pas uniques. On aurait très bien pu choisir de coder vrai de cette façon-là et faux de cette façon-là, ou encore d'une autre façon. Pourquoi pas avec des fonctions à 3 entrées, à 4 entrées, ça aurait été possible. Alors ici, on donne un codage, et ce codage a des propriétés satisfaisantes qui font qu'on le retient. Il est simple et il se comporte bien vis-à-vis de ce qu'on va définir plus tard.
Donc c'est pour ça qu'on retient cette façon de coder les choses. Mais il est possible que dans des livres ou dans d'autres cours, vous rencontriez des codages alternatifs, des booléens, et qui seraient parfaitement justes et intéressants. Donc là, c'est une façon de faire, évidemment. Façon de faire qu'on va justifier en introduisant des opérateurs sur nos booléens. Alors, le premier opérateur, c'est le et logique. Alors, regardez comment il marche. Le et, je vous rappelle que le et logique, en informatique, c'est une fonction qui prend deux entrées et qui vous renvoie un résultat. Ici, la première entrée, c'est lambda b, et la deuxième entrée, c'est lambda c. Donc là, mon et, c'est bien une fonction à deux entrées. Et ça renvoie quoi? Ça renvoie bc, b. Donc en fait, ça renvoie le premier booléen en entrée, en fonction, avec comme première entrée c et comme deuxième entrée b. Alors là, on peut se dire, mais comment ça marche? Qu'est-ce qui va se passer ici? Bah, faut vraiment faire des exemples pour voir ce qui se passe. Si on évalue et avec vrai et vrai, alors voilà, vous dépliez complètement votre terme dans votre langage qui admet les alias. On reste en lambda calcul pur, parce que faut toujours revenir avec des copier-coller à une expression juste avec des lambdas, des points, des parenthèses et des variables. Donc vous obtenez ceci. On fait une bêta réduction ici, alors on passe les détails, on calcule, et on obtient un terme qui est alpha équivalent, en fait c'est même ici exactement le même, au terme vrai qu'on avait introduit tout à l'heure. On reconnaît ici lambda x, lambda y, x. Donc là on a démontré que vrai est vrai, donc c'est-à-dire que le résultat de et avec comme entrée vrai et vrai donne vrai. Bon, ça c'est tout à fait cohérent. Et en fait, pour démontrer que cet opérateur est bien le vrai opérateur logique et, il faudrait faire les trois autres possibilités de la table de vérité du et vous pouvez vous apercevoir sans difficulté que ça fait bien le bon résultat. On obtient bien l'opérateur logique cible. Faire la même chose pour l'opérateur OU. Alors ici, vous avez compris, vous avez toujours deux entrées qui sont deux booléens, soit vrai, soit faux, soit en fait des expressions booléennes. On pouvait très bien, je ne l'ai pas dit, mais au lieu de mettre vrai ici, vous pourriez imbriquer les choses. On pourrait mettre une expression dans laquelle il y a figure faux et vrai, par exemple, c'est-à-dire un appel à et avec vrai et faux comme entrée. Vous pouvez imbriquer, je vais l'écrire pour que ce soit bien clair. À l'oral, c'est pas si simple. Donc on pourrait écrire ça, par exemple. Ça, ce serait la première entrée. Et la deuxième serait celle-ci. Voilà, par exemple. On pourrait avoir ceci, serait parfaitement valable. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez des B et des C, peuvent se remplacer évidemment par des booléens directement, mais aussi par des expressions plus construites, vouées à porter une valeur booléenne au final. Comme c'est le cas pour l'expression est faux vrai ici. Donc pour le OU, comment ça marche? Là, vous avez toujours les deux entrées B et C, et là, vous renvoyez B avec comme première entrée B et comme deuxième entrée C. Alors là, encore une fois, c'est pas simple de voir au premier coup d'œil comment ça marche, parce qu'il faut, c'est vérifier que on obtient bien toutes les lignes de la table de vérité du OU avec cette définition-là. Là, je vous le laisse vérifier, c'est pas un peu fastidieux, mais ça se fait bien. On peut également coder le nom logique. Alors le nom, c'est un peu plus compliqué. Et là, il y a une vraie astuce à comprendre. Le nom ici, il marche comment? Il prend un booléen et deux entrées x et y. Donc en fait, il prend trois entrées. Ok, si on voit les choses comme ça, en fait, on a presque perdu. Parce que là, on aura vraiment du mal à reconstituer comment ça marche. En fait, il faut voir les choses de manière purifiée. C'est pour ça que je vous en ai reparlé tout à l'heure. Le nom, il faut le voir comme un opérateur qui prend un booléen, et c'est tout. Et qui vous renvoie tout cela. Donc, il vous renvoie une expression à deux entrées dans laquelle sa sous-expression se calcule comme ceci. Et là, comme vous avez deux entrées x et y, vous allez régénérer, reconstruire un de ces deux booléens par le calcul. Vous voyez là les booléens lambda x, lambda y. Là, c'est ça que vous régénérez ici
quand vous donnez en entrée un booléen à votre nom. Alors, là, je peux vous donner toutes les explications que vous voulez. Pour bien voir comment ça marche, il faut faire les exemples, il faut calculer nom de vrai et nom de faux. C'est la seule façon de faire. Calculer ceci et voir qu'on obtient bien faux à la fin. Alors, je vais mettre la bêta réduction à l'étoile ici, hein. La bêta réduction itérée. Et faux donne vrai ici. C'est la seule façon de faire. Comprendre ça directement, c'est un peu compliqué. Et quand on doit écrire nous-mêmes ce type de fonction, ben on y va par tâtons. Avec l'expérience, ça peut arriver assez vite au final. L'implication. Alors l'implication, ça c'est juste la fonction qui prend deux booléens A et B et qui vous renvoie non A ou B. En fait, je vous rappelle que quand vous avez en logique l'implication P flèche Q, ça c'est équivalent à non P. Vous avez dû voir ça dans un cours de logique, hein, ou Q. Et ben, c'est exactement ce qu'on écrit ici, en faisant appel à nos opérateurs précédents. Donc on peut écrire l'implication très simplement de cette façon-là. Bien, donc faites les exemples vous-même, vous allez voir, c'est assez amusant à déplier, hein, ça ne doit pas prendre trop de temps, pour bien vérifier, bien démontrer que le et est le bon, le ou et le non et l'implication font bien ce que l'on souhaite. Et on arrive maintenant à la définition du si alors sinon. Vous voyez là, on est dans un langage dans lequel on doit absolument tout redéfinir, parce qu'il n'y a rien du tout. C'est l'une des beautés du lambda calcul d'ailleurs. C'est très minimaliste, et vous allez pouvoir tout reconstruire de manière très homogène, et très contrôlée également. Alors ici, on va construire l'expression sas, si alors sinon, de la façon suivante. Alors si alors sinon, ça va prendre 3 entrées. Donc en fait, ça va prendre une première entrée qui va être un booléen, y une expression quelconque et z une expression quelconque. Et là, l'intérêt, c'est que quand vous avez SAS qui est appelé avec vrai, eh bien vous devez renvoyer la première expression. Vous êtes dans un if then else, je vous rappelle, hein, quand vous êtes en camel, vous avez if une certaine condition C, then A, else B. Eh bien, toute votre expression, elle s'évalue en A si C est vrai. Elle s'évalue en B si non C est vrai à la place. D'accord? Donc c'est exactement ce qu'on veut avoir ici. Donc là, on s'attend à renvoyer U dans ce cas-là. Voilà, donc là on peut faire le calcul. Vous dépliez tout. Donc, je vous le passe assez en vitesse, hein, mais ça se fait bien. Et vous obtenez bien U au final avec un certain nombre d'étapes de bêta réduction. Et on peut faire la même chose avec SAS faux de UV, et on va obtenir V. On fait le calcul attentivement. En fait, c'est pas compliqué, vous voyez que votre booléen ici, quand il est vrai, je vous rappelle que le booléen, quand il est vrai, vous renvoie la première sortie, la première entrée, pardon, et quand le booléen est faux, il vous renvoie à la deuxième entrée. Donc c'est exactement ça qu'on est en train d'exploiter ici. Donc ça marche exactement comme un si alors sinon, qui pourrait se programmer voilà, de manière assez immédiate comme ça. Donc là, vous pouvez aussi programmer des espèces de boucles, enfin des espèces de fonctions récursives, des termes qui ont des évaluations itérées de eux-mêmes avec le combinateur de Curie qu'on a introduit il y a quelques minutes. Donc ça, on ne va pas le voir à ce stade-là, on va plutôt voir maintenant le codage des entiers naturels. Alors là, c'est un tout petit peu plus technique. On va, pour tout entier naturel, donc un entier naturel sont les entiers qui commencent par 0, 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'infini. Pas de négatif, pas de rationnel, pas de nombre complexe, on est vraiment très simple ici. Donc un entier naturel, petit n, on va le coder par l'expression, le lambda terme ent de n, qu'on va définir récursivement ainsi. Donc quand n égale à 0, eh bien l'entier associé à n, c'est lambda f, lambda xx. Donc ça, en fait, on peut le voir comme un terme qui prend deux entrées, f et x, et qui renvoie à la deuxième.
En fait, ça, c'est alpha équivalent au booléen false. D'accord? Ça renvoie, vous avez deux entrées, ça renvoie à la deuxième. Donc ça, si vous voulez, c'est vraiment le faux, en fait. 0 est codé par le faux et l'inverse, faux est codé par le 0, et c'est amusant parce qu'en C, c'est exactement ce qu'on a. Ça, c'est juste une coïncidence. Sinon, eh bien, vous faites... Alors, c'est là que les choses se compliquent, mais vous allez voir qu'en fait, sur des exemples, ça va se simplifier. Vous allez faire appel à l'entier n-1 que vous connaissez par hypothèse de récurrence, que vous placez à l'intérieur d'un nouveau terme. Alors, voyons voir ce qui se passe. Donc 0 est codé comme ça, on l'a expliqué. C'est juste le premier cas de la récursion. 1, il est codé comme ça, donc lambda x.f de x. 2, il est codé comme ça. Donc vous avez toujours le même préfixe, lambda x, f de x. Donc en fait, vous avez deux appels en quelque sorte imbriqués à f sur l'argument x ici. En 2, 3, vous voyez dessiner le schéma, vous avez f de x, et ainsi de suite. Donc en fait, intuitivement, un entier n, dans ce codage-là, eh bien c'est une fonction à deux paramètres f et x, et qui applique f à x exactement n fois. Donc ces entiers-là ont été introduits par Church, à peu près au même moment auquel il a introduit lambda calcul, et on les appelle donc les entiers de Church. Voilà, donc ça vous fait une définition. Donc un entier de Church, c'est un lambda terme à deux entrées, dans laquelle la première est appliquée de manière itérée à la deuxième. Donc c'est assez abstrait, mais ok, pourquoi pas, ça. On va voir qu'on peut définir des applications de manière assez raisonnable dessus. Alors tout d'abord, on peut introduire la fonction successeur. Donc le successeur d'un entier n, c'est n plus 1. Alors ici, il faut le coder de manière assez précise. Alors ici, par purification, regardez ce qui se passe. Vous avez une fonction qui prend à première vue 3 entrées, mais en fait, il faut voir le successeur comme une fonction qui prend une entrée et qui vous renvoie une nouvelle fonction, qui est un nombre en fait de Church, parce que on commence par lambda f, lambda x, et après on va voir que tout va bien s'agencer, et on obtiendra bien un entier de Church au final. Donc si on fait le calcul ici, le successeur de l'entier de 2, ben, on obtient ça pour l'instant, donc ça c'est suc ici, que l'on compose par ent de 2. Et ceci, donc f de x avec le bon en tête ici, lambda f, lambda x. Donc si on fait le calcul, on évalue tout ça, on obtient finalement cette expression-là, qui est exactement l'entier 3. Donc refaites le calcul à la main, peut-être. Ça peut être un peu laborieux. Bon, c'est peut-être encore le cas le plus simple. Les fonctions qui vont suivre vont être pas mal plus complexes. Donc là, on est dans un paradigme dans lequel l'addition de deux entiers, même petits, bah, c'est pas du tout efficace. Hein. C'est vraiment ces entiers-là, ils ont un intérêt purement théorique, hein, pas du tout un intérêt d'efficacité ou quoi que ce soit de similaire. Alors la somme maintenant, comment faire la vraie addition entre deux entiers? On va introduire pour ça le lambda terme add. Le lambda terme add, il marche avec une première entrée qui est un entier de Church, une deuxième entrée qui est un entier de Church aussi, et qui vous renvoie un entier de Church. Avec voilà cette expression-ci. Donc en fait, le fait d'écrire n de f fait qu'on va consommer la première entrée de n pour accéder en fait, si vous voulez, à l'intérieur du terme, on va pouvoir donner comme entrée à ceci pour calculer le résultat. Donc ça, c'est vraiment une intuition. Hein. Il faut, c'est faire le calcul pour voir un peu ce qui se passe. Donc vous allez bien faire l'addition. Hein. Donc ça va bien marcher. On peut également coder la multiplication. Vous voyez que de manière très surprenante, la multiplication s'écrit de manière encore plus concise que l'addition. Donc là, ça fait partie des beautés de ce codage-là. Hein. Et un dernier point encore plus frappant, c'est que l'exponentiation, donc la puissance, hein, n puissance m, est encore plus simple. La puissance
eh bien, il s'exprime tout simplement comme ça. Donc là, c'est absolument frappant. C'est pas évident de comprendre comment ça marche. La seule façon de faire, en première approche, c'est de prendre quelques exemples simples et d'essayer de voir comment les résultats vous permettent d'expliquer cette écriture. Voilà, donc finalement, oui, on va quand même parler un peu de récursivité. Le combinateur de Curie, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure. Ça vous permet de mettre en place des fonctions de réplication. J'ai eu un petit trou, j'ai cru l'avoir introduit tout à l'heure, donc vous aviez peut-être pas dû comprendre la phrase que j'ai prononcée sur une fonction qui s'applique elle-même. Donc là, vous allez avoir les explications succinctes mais complètes. Euh, pour faire de la récursivité, vous avez besoin de termes qui sont des termes particuliers. Ici, vous avez le combinateur de Curie qui est l'un de ces termes-là, qui s'exprime comme ceci. Voilà, donc vous avez un lambda f et là, vous avez exactement deux copies d'un même terme. Lambda x, fxx, lambda x, fxx. Et l'intérêt de ce terme-là, qu'on appelle ρ, c'est qu'il vérifie pour n'importe quel autre terme u que vous donnez en entrée à ρ, donc vous composez ρ et u, par bêta réduction, ça vous donne u de ρ de u. Donc ça fait que ça va prendre, vous allez avoir le terme u qui aura comme entrée ρ de u. Et donc si vous itérez cela, ça vous donne ceci, donc ρ de u va en fait se calculer par bêta réduction en u de u de u de u, etc. de ρ de u. Donc en gros, ça vous permet voilà, d'appliquer votre fonction à elle-même et donc d'avoir un premier schéma de récursion pour introduire des boucles, des fonctions récursives et tout ce qui vous permet voilà, d'écrire des programmes intéressants, des fonctions factorielles et Fibonacci. Donc si vous êtes intéressé, c'est pas forcément si compliqué. Écrire la fonction Fibonacci avec un petit peu tout ce qu'on a pour l'instant. Voilà, et on va terminer très rapidement avec quelques mots sur l'implantation d'un système de lambda calcul en camel. Alors, je vais juste vous donner les premières idées pour ceux qui sont intéressés. Ce sera très rapide. Donc, l'idée, c'est que la première chose à faire, c'est de savoir comment on va représenter des termes. Donc, pour ça, on a besoin d'un type pour les variables. Donc, une variable, ça va être un nom, x, y ou des noms plus complexes, avec une référence pour distinguer des variables qui ont le même nom, mais qui ne seraient pas dans la même portée lexicale, par exemple. Donc on a besoin de clés uniques attribuées à chaque variable. Ça, c'est offert par le champ ref de ce type enregistrement. Voilà, donc ça, on l'a expliqué. Et un terme, c'est tout simplement un objet du type terme. Donc vous avez donc une variable, c'est la première allure possible, paramétrée par une variable. Une abstraction, donc c'est une variable avec un terme, donc une abstraction c'est lambda x. Donc je dois bien coder ce x là, donc c'est la variable ici, point le terme, le corps de votre terme, donc là c'est la deuxième partie du couple ici. Donc le étoile vous permet encore une fois de créer des couples, et vous avez la troisième allure possible, une application entre deux termes. Ça c'est ce qu'on avait écrit tt' au début. Voilà, donc tout simplement là vous avez ainsi accès à des données de type terme pour représenter des lambda termes. Alors ici je vais juste vous donner un algorithme pour vous montrer que c'est parfaitement faisable. Un algorithme formulé sous forme d'implantation camel pour renvoyer la liste des variables x qui admettent au moins une occurrence libre dans T. Donc ça vous permettra de faire des détections des variables libres. Vous vérifiez que vous ne les capturez pas, des petites subtilités qu'on avait mises en avant dans la première partie du cours. Donc ici, vous avez votre terme t. La fonction est donc récursive. Si votre terme est de la forme variable, voilà, vous avez un terme qui est de la forme x. Donc x, c'est bien une variable libre ici. Il n'y a pas de lambda qui vient la capturer. Par contre, si vous avez une abstraction, donc vous avez une variable v et un terme t'. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est calculer récursivement les variables libres dans t' et garder que celles qui sont différentes de v, parce que
toutes les variables qui sont égales à V, qui apparaissent aussi dans T' comme variables libres, sont capturées maintenant. Donc il faut garder que celles qui sont différentes. Donc c'est pour ça qu'on fait un list.filter. Ça nous permet également de réviser cette fonction-là qui vous garde que les éléments de la liste donnée ici, qui vérifie le prédicat donné par le premier argument. Et pour la dernière allure, donc si vous avez une application T', T seconde, bah, ce qu'on va faire, c'est que simplement on va concaténer les listes des variables libres dans T avec les variables libres dans T seconde. On aurait pu mettre un arrobase au milieu ici, ça aurait été la même chose, hein, plutôt que le list.append qui est un alias de l'arrobase. Ou réciproquement, l'arrobase est un alias de list.append. Je ne sais pas comment ça a été implanté en interne. Voilà, et donc un exemple final ici, si vous appliquez cette fonction à ce lambda terme-là, bah vous avez exactement donc ici la création du terme, est faite ici donc en camel, et on demande les variables libres de T1, on obtient juste Y. On obtient juste Y, alors il faudrait voir pourquoi, oui parce que ce X il est capturé, et ce Y là, il est capturé par personne, donc effectivement, on a affaire ici à une variable libre. Voilà, donc très bien, donc on a terminé ce petit cours d'ouverture sur lambda calcul. Alors il est loin d'être exhaustif, il y a énormément de choses à dire. On aurait pu en fait même faire un module complet sur le lambda calcul, tellement il y a de choses à dire, de choses à explorer, des propriétés à démontrer, à implanter aussi. J'espère que ce petit survol vous a permis de voir un peu des choses à la fois surprenantes mais aussi originales, qui ne sautent pas forcément aux yeux. Là, vous avez vu un langage de programmation à part entière, qui est un petit peu contre-intuitif, mais qui est vraiment très joli. Vraiment faire des choses assez belles, avec finalement très peu de symboles, très peu d'instructions. Et j'espère donc que ça vous a plu. Si vous n'avez pas absolument tout compris, ça n'est vraiment pas grave, puisque à l'examen, vous n'aurez peut-être pas beaucoup de... si ce n'est aucune en fait, hein. Non mais clairement, vous n'aurez pas de questions sur le lambda calcul, rassurez-vous, mais ça peut vous aider, comme j'ai dit en introduction du cours, d'avoir cette base théorique pour la suite. Voilà, donc bon courage à tous, et à très bientôt.